suis un petit avocat de la terre et en même temps un petit thérapeute. J'apprends aux gens à la soigner. Cet homme aux allures de vieux sage est bien plus qu'un petit avocat de la terre. Paysan philosophe, insurgé permanent, il milite pour un changement radical de la société. Objectif : la sauvegarde de la planète et la sauvegarde de l'humanité. Sa discipline, l'agroécologie comme technique agricole et philosophie de vie. Son talent, savoir se faire entendre. Il multiplie les conférences, ça le comble à chaque fois. Né dans le désert algérien, Pierre Rabhi arrive en France comme ouvrier spécialisé. Mais très vite, il ressent l'appel de la terre, rachète avec sa femme une ferme en Ardèche. 13 ans de survie, sans électricité et peu d'eau. À force de travail, il rend le terrain fertile, parvient à faire pousser de quoi nourrir ses 5 enfants et élever son troupeau de chèvres. Sa recette, la ténacité et le compostage des matières organiques. Ça donne la vitalité au sol. L'engrais chimique, ça tue le sol. Petit à petit, il fait école. On le réclame pour fertiliser les terres arides d'Afrique, former les paysans et leur rendre leur autonomie alimentaire. C'est une agriculture révolutionnaire au sens vraiment radical du terme. C'est la seule solution à l'avenir de l'humanité. Déterminé, il transmet son savoir-faire à travers le monde, jusqu'aux moniales roumaines ou châtelaines bretonnes. En 2002, avec les présidentielles, son combat devient politique. Il appelle à une insurrection des consciences, parle de décroissance, de sobriété heureuse comme solution pour un avenir meilleur. Faire comprendre que la croissance c'est le problème, c'est pas la solution. Aujourd'hui, cet insurgé pacifiste continue d'écrire et de semer ses idées à travers plusieurs associations, convaincu que le monde peut encore changer. La crise interpelle, force est de constater qu'il est de plus en plus écouté. D'abord, je ne me pose pas un exemple. Et par ailleurs, vous savez que je suis l'initiateur du Colibri. Colibri, l'association du Colibri qui a été reprise par des amis, entre autres Cyril Dion et tous ces gens qui en ont fait quelque chose de valable. Et le Colibri, c'est une légende qui m'a séduit parce que amérindienne qui dit qu'un jour il y a eu un grand incendie de forêt, tout le monde était atterré, les animaux étaient atterrés, ne pouvaient rien, et le petit colibri s'agitait, il allait prendre une goutte d'eau, la jeter sur le feu, s'activait. Et puis le tatou finit par lui dire, écoute, c'est ridicule ce que tu fais. C'est pas avec ça que tu vas éteindre le feu. Et le colibri qui lui répond, je le sais, mais je fais ma part. Voilà. Et je pense que si chacun faisait sa part, je peux vous assurer qu'on peut soulever les montagnes. Alors vous faites votre part, vous, surtout en Ardèche, dans votre région où nous sommes allés. Vous nous avez accueillis chez vous, à Montchamp. Et puis on a visité évidemment votre jardin, votre potager. Et on est allé au marché, très important, le marché du mercredi de Joyeuse, l'a bien nommé, n'est-ce pas? Et c'est Juline Mareuil et Julien Clavry qui vous ont accompagnés. Là, il y a du poireau, là, on fait des espèces d'endives. Là, il y a quelques bêtes. Quand on a acheté, ce lieu était absolument désertique. Tout ce que vous voyez là, c'est ce que nous avons, nous, fait pousser. Aujourd'hui, compte tenu de mes charges, mes occupations un peu partout, j'ai renoncé à pas mal de choses, sauf au jardin. Jardin, j'ai dit, c'est non négociable. C'est avec mon jardin que je retrouve finalement le rythme des saisons, que je retrouve la vie, la terre, et c'est ça qui me donne beaucoup d'énergie pour poursuivre le reste. Là-bas, les artichauts qui vont donner au printemps. C'est tout un assortiment, mais à l'échelle de la consommation d'une famille. On tente l'autonomie, pas l'autarcie, mais l'autonomie, c'est-à-dire pouvoir produire le maximum de ce que nous pouvons. Et puis évidemment, acheter le reste. Le mercredi, c'est l'activité un peu sacrée, c'est-à-dire que je vais au marché. C'est un peu l'alternance avec ce que je fais là. On y va ? Quand nous sommes arrivés à la campagne, la plupart des gens disaient « mais qu'est-ce que vous venez faire ici ?» puisque tout le monde s'en va. Donc on était un petit peu à contre-courant, si vous voulez. Quand je vois l'évolution de la société, je me dis quand même que nous avons ce privilège de vivre dans la campagne et nous y sommes vraiment heureux. Pour moi, le marché, c'est très important parce que c'est le lieu où s'exprime encore
la société telle qu'elle est. C'est là que je trouve le plus cette fraternité, cette simplicité. Ça a quelque chose de presque sensuel, de sensible. Il y a si peu de convivialité dans notre société que c'est pour ça que c'est important. Il faut des gens qui prennent soin des autres. Voilà. C'est juste ça. Après, c'est Pierrot. Voilà. Bien résumé. Et on a instauré, disons, une espèce de débat civique, de débat dans lequel les citoyens ont la parole pour dire voilà ce à quoi nous aspirons, voilà ce que nous voulons. Alors, en plus de la question sur le féminin au cœur du changement, en plus évidemment, on a ajouté tout ce qui concerne l'agriculture, puisque l'agriculture, malheureusement, aujourd'hui, produit et détruit. En produisant, elle détruit. Et que la modernité a amené une agriculture minérale extrêmement agressive à l'égard du vivant, comme on le sait. Bien sûr, les utopies. Pourquoi les utopies? Parce que l'utopie, on considère que c'est quelque chose de négatif. Pas du tout. Heureusement qu'il y a des utopistes, parce que ce sont les utopistes qui font avancer l'histoire. Sinon, on reste pétrifié en quelque sorte dans le conformisme duquel on ne bouge pas. On ne bouge pas du coup. Or, c'est les transgresseurs, à la condition qu'ils ne causent aucun préjudice, bien entendu, c'est les transgresseurs qui font avancer. Alors, ils avancent une idée, on dit c'est complètement loufoque, etc. Puis on s'aperçoit, quelque temps après, qu'ils avaient eu l'intuition, en quelque sorte, cette forme d'intuition, qui ne passe pas forcément par la raison raisonnante, c'est-à-dire la raison analytique, mais qui passe par cette pulsion où on a le sentiment. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la société civile est riche d'innovations extraordinaires. Et que ce qui serait souhaitable, en tout cas c'est l'aspiration que je peux avoir, c'est que le politique puisse appuyer l'aspiration de la société civile, c'est avec les innovations qui sont porteurs d'espoir et porteurs d'avenir. Vous voyez ? Alors, en dehors de cela, évidemment, toute l'écologie, l'éducation des enfants, non pas sur la compétitivité, comme je le disais tout à l'heure, et la coopération, et tout cela mis ensemble, eh bien, nous a permis, en quelque sorte, de présenter quelque chose qui relève des fondements d'un authentique changement de paradigme. Mais ce changement de paradigme il a été inclus, si vous voulez, dans ce changement de paradigme, un énorme blasphème, c'est celui de la décroissance. Quand on parle de décroissance, c'est un énorme blasphème, puisque c'est le fondement même du système actuel qui a instauré la croissance, donc le toujours plus indéfini, sur une planète limitée. Comment voulez-vous instaurer un système durable à travers le temps et l'espace quand vous dites il faut accaparer en permanence. Et l'accaparement permanent aboutit finalement à ce que l'on sait aujourd'hui, à travers ce qu'on appelle le produit national brut, etc., à une humanité qui est pillarde des biens qui devraient revenir à l'ensemble de l'humanité. Et avec un clivage, comme vous le savez, entre un or repu, mais pas forcément en bon état, parce qu'on est repu, mais on est consommateur d'anxiolytiques, parce que l'angoisse s'est installée en nous, et un sud qui est laissé pour compte, et donc avec un appauvrissement extraordinaire de toute une humanité qui est dans l'impossibilité même de nourrir les enfants qu'elle fait advenir dans la vie. Et tout cela finit par donner un ensemble où l'humanité finalement se cherche. Et donc, en même temps que la proclamation du progrès qui est libérateur, ce progrès, je ne le vois pas libérateur. Je le vois plutôt incarcérateur. Vous voyez, de la maternelle à l'université, on est enfermé. Tout le monde travaille dans des boîtes, des petites boîtes, des grandes boîtes, etc. Même pour s'amuser, on va en boîte, bien sûr. On y va comment? Dans sa caisse, comme je l'ai fait moi-même ce soir. Et puis vous avez la boîte où on met les vieux en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Voilà. Donc un itinéraire. Prétendre que c'est un itinéraire libérateur, non. Pendant ce temps-là, on a l'impression que le soleil se lève pour rien, on n'est pas là pour jouir de la vie, de ce que la vie nous donne, les offrandes que nous fait la vie, qui sont sujets à jubilation. Eh bien, nous ne sommes pas présents. Voilà.
Et nous attendons le pauvre petit mois de vacances où on va faire quelques glissades sur la neige ou aller se bronzer. Moi, c'est fait, mais enfin, ouais. Donc, je ne suis pas en train de faire la dérision. Je pense qu'on peut vérifier. C'est qu'à partir du moment où on est dans une forme de quête humaniste, on dit finalement, est-ce que, au lieu que le système prend le dessus, et peu importe l'être humain, est-ce que le temps n'est pas venu de mettre l'humain et la nature au cœur? Et à partir de l'humain et la nature, on organise le système et toute l'organisation de notre société. Parce que tant qu'on continuera à donner les pleins pouvoirs au lucre, c'est-à-dire à la finance, et je n'ai pas besoin de vous apprendre que la finance, aujourd'hui, n'est pas représentative, si vous voulez, de richesse réelle, puisqu'il y a des gens qui gagnent bien plus d'argent en dormant qu'en travaillant, etc. Donc tous ces éléments-là, sur une planète qui est limitée, sur une planète isolée dans un immense désert sidéral et astral, consigne l'humanité absolument sur ce vaisseau. Et est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de constater que ce vaisseau est en train, non pas de sombrer, parce que je ne crois pas que la planète puisse sombrer. On évoque souvent le Titanic. Non, ce n'est pas un Titanic. La planète, c'est un lieu où il y a eu l'avènement d'une espèce qu'on appelle l'humanité. Cette espèce de l'humanité se pose la question, quelle est sa raison d'être dans ce système? Est-ce que c'est simplement piller, effectivement, comme le dit Osborne, accumuler et aboutir à 1000? Il paraît qu'il n'y a que 1500 êtres humains comme vous et moi, milliardaires en dollars. Donc à l'instauration universelle d'une féodalité nouvelle. Et cette féodalité qui fait qu'il y a une minorité humaine hyper riche, concentrationnaire, accaparement continu du bien commun qui doit revenir à l'ensemble de l'humanité, et à l'autre bout, à l'autre extrême, des gens qui n'ont pas à donner même un bol de riz à donner à leurs enfants. Donc ces énormes disparités entre cet hyper accaparement et ce dénuement absolument total posent quand même question à la conscience collective. Et cette conscience collective, aujourd'hui, est interpellée à savoir, est-il possible de réinstaurer sur la planète patrie un ordre qui ne soit pas le désordre? Un ordre qui permette finalement de mettre dans l'organisation de notre vivre ensemble des valeurs comme la tolérance, des valeurs comme la solidarité, des valeurs comme la coopération, des valeurs comme ça, de façon à ce qu'en perspective, on puisse imaginer que l'humanité, plutôt que d'évoluer vers son autodestruction et tout ce qu'elle produit en quelque sorte de négatif à l'encontre de la vie et donc à l'encontre d'elle-même, est-ce qu'aujourd'hui, cette humanité peut émerger, disons, à une perception différente? C'est-à-dire, est-ce que le cerveau lui-même peut maintenant se déconditionner, se décoder par rapport à la vision que nous avons pour aller vers une vision positive, c'est-à-dire où le seul projet qui vaille la peine aujourd'hui, c'est que l'humanité prenne conscience de son inconscience et que cette humanité décide que désormais, il faut aller vers l'unité. Ça veut dire éradication des armements. On consacre beaucoup plus de moyens à la destruction et à la mort qu'à la vie aujourd'hui. Non seulement la vie, on n'apporte pas grand-chose, mais en plus, on la détruit. Par contre, les armes, etc., qui coûtent extrêmement cher, ceux-là, il y a une espèce de servitude de l'être humain à ce principe de destruction. Et tant qu'il restera dans cette servitude de la destruction, évidemment, on ne pourra pas en sortir, voire même qu'il y aura naufrage. Mais quand je dis naufrage, ce n'est pas la planète. Parce qu'on a l'exemple du Titanic n'est pas bon. C'est l'humain qui s'éradiquera lui-même, comme d'autres espèces se sont éradiquées, mais ont été éradiquées non pas par leur volonté, mais parce que les climats ont changé, les conditions, etc., qui ont fait que
leur survie a été impossible. Mais ce qui est dramatique avec l'être humain, c'est qu'il prétend être intelligent, et que dans cette prétention à être intelligent, tout ce qu'il sait faire, c'est au contraire marquer son inintelligence la plus totale.